L'épilepsie est caractérisée par un trouble transitoire des rythmes électriques du cerveau, c'est-à-dire une hyperexcitabilité du cortex cérébral, qui est un rythme anormal, mesurable par électroencéphalogramme. Elle concerne 600 000 personnes en France, dont la moitié ont moins de 20 ans. Il existe deux grands types d'épilepsie, les épilepsies dites généralisées et les épilepsies focales. Les épilepsies généralisées sont une hyperexcitabilité de l'ensemble du cortex cérébral. Il y en a trois, les absences, les crises tonico-cloniques et puis les crises myocloniques. Tandis que les épilepsies focales ou partielles naissent dans une région circonscrite du cerveau. Il en existe deux. D'abord les crises focales, avec atteinte de l'expérience consciente, dite awareness, c'est-à-dire avec perte d'interaction avec le contact extérieur. Et puis il existe les crises focales sans atteinte de l'awareness. L'épilepsie a un effet délétère sur la qualité de vie des patients, avec des troubles qui peuvent nuire à l'insertion professionnelle, mais également avec un risque de décès accidentel au décours d'une crise. C'est pour cela que la majorité des patients ont un traitement médicamenteux, qui peut contrôler la maladie dans environ 70% des cas. Les plus fréquents étant le phénobarbital, le valproate de sodium ou encore la carbamazépine. Dans 30% des cas, il existe une pharmacorésistance, c'est-à-dire une persistance des crises malgré les traitements. Si et uniquement si la crise est focale, une chirurgie peut être envisagée, ce qui correspond à environ un tiers seulement des patients souffrant d'épilepsie pharmacorésistante. Pour cela, des recherches ont été menées par le professeur Agnès Trébuchon et son équipe afin d'établir une cartographie fonctionnelle du cerveau pour déterminer si les patients peuvent ou non se faire opérer. Nous la retrouvons donc à l'hôpital de la Timone pour nous expliquer en quoi cela consiste. Dans l'épilepsie pharmacorésistante, lorsque l'on fait des explorations invasives avec l'électrode intracérébrale, il faut répondre à deux questions. La première, c'est localiser la zone de départ des crises. Et la deuxième, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle, la cartographie fonctionnelle, pour savoir s'il n'y a pas de recouvrement entre la zone de départ des crises et les zones fonctionnelles. Pourquoi on a besoin de savoir ça? On doit pouvoir arrêter les crises des patients, mais pas leur induire un trouble du langage, un trouble de la mémoire définitif. On va avoir plusieurs types d'examens. On va même faire des examens avant de mettre les électrodes intracérébrales. Donc on va déjà regarder tout d'abord leur manualité, c'est-à-dire quelle est leur main préférentielle, et également avec la main qu'ils utilisent pour entrer en contact avec les personnes. Ensuite, on va regarder sur le plan comportemental si entre les crises ils ont des troubles du langage. On va également regarder pendant les crises et juste après les crises s'ils ont un trouble du langage, puisque là, ça peut aussi nous dire, ben oui, il y a une implication du réseau du langage pendant les crises. Avant la SEEG, on va également faire ce qu'on appelle une imagerie fonctionnelle. Mais dans le patient dans l'IRM, on lui demande de faire une tâche de langage et on regarde quelles sont les régions impliquées. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à la SEEG, donc les explorations intracérébrales, comme vous voyez ici, avec les électrodes qui explorent différentes régions. Et lors de cette exploration, on va avoir deux types d'analyse. La première, c'est comme vous le voyez ici, on fait faire des tâches aux patients et donc on regarde quelles sont les régions qui génèrent des activités oscillatoires durant ces tâches, les activités gamma. Et on va, sur ces mêmes régions, appliquer des stimulations et regarder si le patient arrête, par exemple, de faire la dénomination d'image au moment de la stimulation. Si on a à la fois des activités gamma et un arrêt de la tâche durant la tâche de dénomination, on va dire que cette région est hautement fonctionnelle et il faudra éviter de l'inclure dans la zone de résection. Il existe des contre-indications à la chirurgie lorsque les zones fonctionnelles et épileptogènes se superposent, car l'opération pourrait induire un déficit qui nuirait à sa qualité de vie autant que les crises. Alors, dans quel cas on peut réaliser des examens supplémentaires? Par moment, on pense qu'il y a vraiment une réorganisation, c'est-à-dire la zone épileptogène, on voit qu'il y a, a priori, il n'y a pas de langage, mais juste à côté, il y a du langage et les patients n'ont pas tout transféré de l'autre côté. Donc, par moment, on peut être amené à faire ce qu'on appelle un test de VADA, c'est-à-dire qu'on injecte un anesthésiant dans la carotide et on regarde, en anesthésiant de manière transitoire un hémisphère, comment le patient, est-ce que le patient continue à parler ou pas. Ça, c'est la première chose. L'autre, encore plus à l'extrême, on peut être amené, pendant la chirurgie, à réveiller le patient pour savoir si, justement, il y a du langage juste à côté, en stimulant,
et donc en épargnant vraiment au millimètre près les régions du langage par rapport aux zones épileptogènes. De par les crises, les patients voient leur qualité de vie être impactée, mais presque tout autant par les troubles de mémoire, de langage ou encore des troubles psychiatriques. Il faut donc faire attention à ne pas majorer un déficit. Il faut donc discuter de la balance bénéfice-risque. La chirurgie sera par exemple pratiquée sur les patients chez qui il y a possibilité d'enlever toutes les crises, même s'il y a une aggravation transitoire sur le plan du langage, et qu'il y a la possibilité de récupérer par la suite. On a développé tout un programme de réhabilitation spécifique aux patients épileptiques pour vraiment les accompagner tout autour du geste chirurgical pour diminuer au maximum l'impact de la chirurgie.